À la une de cette édition du journal, 6 accords entre la RDC et l'État du Qatar ont été signés lors de la visite du souverain qatari, l'émir Sheikh Tamim bin Hamad. Ils concernent les transports, le domaine juridique, le soutien à un projet d'urgence multisectoriel au Sud Kivu, la coopération dans la jeunesse et les sports, ainsi que l'établissement de consultations politiques. Et l'ancien chef rebelle Roger Lumbala comparé devant la justice française pour des crimes commis en RDC. Ce procès s'appuie sur un principe juridique et la compétence universelle. Qu'est-ce que c'est? Nous y revenons dans ce journal. Et puis Washington boycotte le sommet présidé et ouvert ce samedi par Pretoria. On y revient également dans l'actualité en Afrique. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre sur Télé 50. On commence d'abord par cette visite de 3 heures de l'émir du Qatar. Je disais dans le sommaire, près de 6 accords ont été signés. Suivez. Après 2 jours à Kigali, l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a eu une visite de 3 heures en RDC, accueilli en grande pompe à l'aéroport de Njili. Pour sa première venue dans le pays, il a été reçu par le président Félix Tshisekedi à sa descente d'avion avant de se rendre à la cité de l'OUA pour des discussions bilatérales. À l'issue des échanges, 6 accords de coopération ont été signés dans le port et transport entre Mohamed Qatar et l'ONATRA dans le domaine juridique, l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et spéciaux, le soutien à un projet d'urgence multisectoriel au Sud Kivu, la coopération de la jeunesse et le sport et l'établissement de consultations politiques sur des questions d'intérêt mutuel. Après la rencontre, le président Tshisekedi et l'émir se sont rendus au Musée national de la RDC pour une visite éclair de l'exposition Mobutu, une vie, un destin, retraçant le parcours de l'ancien président du Zaïre. Accueillis par la ministre de la Culture, le directeur général de l'Institut des musées nationaux et la directrice du Musée national de la RDC, ils ont parcouru l'exposition et participé à des activités symboliques, offrant ainsi des images détendues et positive. Cette visite, bien que courte, combinait politique, diplomatie et communication et a permis à la RDC de se montrer sous son meilleur jour sur la scène internationale, tout en renforçant les liens avec un acteur clé dans la résolution de la crise dans l'est du pays. L'Assemblée nationale a tenu vendredi une plénière particulièrement dense consacrée à l'examen de 2 propositions de loi majeures, la réforme de l'organisation du barreau et du système d'assistance judiciaire, l'instauration d'un service militaire obligatoire pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. La séance a été présidée par Aimé Boji Sangara. Présenté par les députés nationaux Boris Mboukou et Gary Sakata, la première proposition de loi vise à moderniser l'exercice de la profession d'avocat en RDC. L'honorable Mboukou a dénoncé la précarité croissante qui touche une grande partie du corps des avocats, plaidant pour une meilleure prise en charge par l'État. Le texte propose notamment une rémunération mensuelle pour les avocats, une protection sociale pour les retraités, les avocats en situation de handicap et les ayants droit des avocats décédés, un renforcement du contrôle comptable au sein des structures du barreau, une valorisation du rôle des bâtonniers et une refonte de l'assistance judiciaire dont l'efficacité est jugée insuffisante faute de financement à des cas. La seconde proposition de loi initiée par l'honorable Missari Claude recommande l'instauration d'un service militaire obligatoire par province. Selon son auteur, la RDC ne peut plus, malgré un fort potentiel démographique jeune, recourir régulièrement à des forces étrangères pour assurer la défense du territoire. Le service obligatoire présenté à la fois comme un instrument de renforcement de la défense nationale et un outil de cohésion sociale face aux tensions alimentées par les tribalismes, le régionalisme et les discours de haine. Cependant, plusieurs réserves ont été émises. L'honorable Albert Iundo Ilunga a rappelé que des millions de jeunes seraient concernés
appelant à une évaluation rigoureuse du coût financier et de la faisabilité d'une telle réforme. D'autres députés ont averti contre le risque d'adopter des lois difficilement applicables. Le débat a également abordé la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Réagissant à la réforme du barreau, plusieurs députés, dont les honorables Lokita et Dorothée Madia, ont apporté des éclaircissements sur les délais d'exécution et les incompatibilités et d'autres aspects techniques du texte. Les auteurs des propositions de loi ont salué la qualité des contributions, rappelant que toute œuvre législative est perfectible. Au terme des échanges, les 2 propositions de loi ont été déclarées recevables et transmises aux commissions permanentes pour examen approfondi. Après sa mission de travail dans les provinces de la Mongala et du Sud-Bangui, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a tenu une séance de restitution jeudi 20 novembre avec les caucus des députés et sénateurs des 2 provinces. Cette rencontre organisée au restaurant Kamia à Gombe avec les élus de la Mongala et du Sud-Bangui est consécutive à une première qui s'est tenue le 11 octobre dernier. C'est là que Daniel Nkoko Samba leur annoncera sa visite dans leurs différents terroirs. C'est ce qui a été fait en 9 jours, soit du 14 au 22 octobre, pour lui permettre de palper les potentialités ainsi que les défis économiques dans cette partie de la République. De retour à Kinshasa, le vice-premier ministre de l'économie nationale, homme de terrain, a eu cette séance de restitution avec ses hôtes où il a commencé par retracer son parcours, relevant le point fort et les faibles économiquement parlant dans chacune de ces 2 provinces. Cet échange avec les élus du peuple était plus stratégique que d'ordinaire. À l'issue de cette restitution, les présidents des 2 caucus de la Mongala et du Sud-Bangui se sont réjouis du combat que mène le vice-premier ministre pour le redressement productif, la diversification économique et ont promis de l'accompagner dans cette lourde tâche. Par rapport à sa mission, nous avons beaucoup aimé ce qu'il est arrivé à Gemena, dans le territoire de Gemena. Il est allé à Bokita, Bouamanda, Mogalo, Libenge et ensuite Zongo. Il voudrait relancer la production souterraine en s'appuyant sur l'agrégateur, entre autres en sélectionnant CDI, qui recevra des moyens pour pouvoir appuyer la production sur le terrain. Ça, nous avons beaucoup aimé. Il a récolté certaines données, il les traite. À un moment donné, il sera en contact avec notre caucus et nous aussi, nous serons en contact avec notre population. Donc, c'est à nous, députés, d'informer notre population. C'est que le peuple Moukoko propose de faire. Notez que le gouvernement, par le biais du ministère de l'économie nationale, réitère son engagement et milite pour que la RDC redevienne l'un des grands producteurs et exportateurs de produits agricoles de la région subsaharienne d'Afrique. Une délégation conduite par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a effectué une série de descentes de terrain sur plusieurs sites gravement touchés par les érosions dans les communes de Ngaliema et de Mongafula. Cette mission s'inscrit dans l'exécution des instructions du chef de l'État déterminé à protéger les populations exposées au risque d'effondrement en cette période des pluies. Sur l'avenue Kimbembo, dans le quartier Mbinza-Delvaux, le ministre des ITP, John Banza Lunda, a procédé au lancement des travaux d'urgence. Il était accompagné d'une équipe technique composée, notamment du directeur général de l'ACGT, Nico Nzaou, du conseiller en suivi évaluation Junior Nembalemba et de l'ingénieur Kevin Babaka. Selon la CGT, maître d'ouvrage délégué, l'érosion galopante résulte principalement des constructions anarchiques et de l'absence de canalisation d'évacuation des eaux. La durée du chantier est estimée à 3 mois. Le ministre John Banza Lunda a annoncé que toutes les constructions sauvages entravant les travaux ou aggravant les ravins seront démolies afin d'assurer la pérennité des ouvrages. Après Kimbembo, la délégation s'est rendue à Kimwenzagar où la route est coupée par 2 érosions majeures. Le ministre a instruit la CGT de lancer une étude d'urgence, non seulement pour ce site, mais pour l'ensemble des versants instables dans les communes de Ngaliema et Mongafula. Nous avons commencé notre descente sur terrain
à l'érosion de Kimbembo en Binza, à Delvaux précisément. La cause principale, les constructions sauvages. Encore une fois, quelqu'un construit, une autre personne construit, et c'est devenu incontrôlable. Il n'y a plus de canalisation d'eau et donc la conséquence, ce sont des érosions qui emportent les maisons et qui menacent les vies humaines. Nous sommes ici à Kimwenza, là où la route s'est coupée en deux. La première érosion, parce qu'il y a deux érosions, deux grandes érosions qui ont coupé la route en deux. La cause, encore une fois, des constructions sauvages. Et donc il y a une grande part de responsabilité de la part de la population qui met en danger les paisibles citoyens. Qu'est-ce que nous faisons comme gouvernement responsable? Nous devons prendre des mesures urgentes pour protéger les vies humaines. Les sites de chemins et petits paniers, également menacés par des ravinements avancés, ont été inspectés. Ces visites traduisent la volonté du gouvernement de traiter simultanément plusieurs fronts érosifs afin d'éviter l'aggravation des dégâts en pleine saison des pluies. Et puis la commission interministérielle chargée des expropriations des personnes affectées par le projet des rocades de la capitale est allée sur le terrain à la rencontre des expropriés pour lever un doute quant à la poursuite du paiement des indemnisations telles que lancées par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics John Banza. Son coordonnateur Georges Kochi-Guiméa a rassuré les expropriés. Les paiements des personnes affectées par la construction des rocades de Kinshasa lancés solennellement par le ministre des ITP John Banzalunda le 23 août 2025 n'a pas connu d'interruption. Bien au contraire, il se poursuit phase après phase. C'est l'essentiel à retenir de cette descente sur les 73 km de cette route périphérique de Kinshasa, opérée ce samedi par la commission interministérielle chargé des expropriations de ce projet. Lors de cette descente, son coordonnateur, le secrétaire général aux ITP, l'ingénieur Georges Kossi, devant une dizaine des caméras des médias de la capitale, a échangé avec certains expropriés non encore payés, leur donnant des assurances du gouvernement de la République. La première des constatations, c'est qu'il n'y a personne qui refuse la construction des rocades. Ça, c'est ce que nous avons constaté tous. Mais ce qui inquiète la population, c'est le paiement. C'est vrai qu'on doit payer tout le monde. Le chef de l'État l'a dit, ceux qui n'ont pas de papiers et ceux qui ont des papiers. Sans titre foncier, on ne peut pas négocier. Malheureusement, c'est le plus grand nombre. 2226 sans papiers. Sur un peu plus de 3000 expropriés, 2226 détiennent des propriétés sans documents. Comment alors négocier avec eux sans cette preuve qu'ils sont bien des propriétaires de ces biens? Une solution a heureusement été trouvée. Pour ceux qui n'ont pas de papier, le gouvernement a déjà payé une première partie au ministère des Affaires foncières, notamment au secrétaire général des Affaires foncières. Ils ont déjà reçu sur le montant demandé, ils ont déjà reçu presque les 2/5 de ce qu'ils avaient demandé pour commencer à élaborer des titres pour les personnes qui ne les ont pas. J'ai eu au téléphone mon collègue secrétaire général aux Affaires foncières. Je lui ai demandé d'accélérer les processus, de remettre aux circonscriptions foncières concernées, mettre des fonds à leur disposition, de manière à ce qu'ils puissent déjà commencer à élaborer les titres pour ces personnes impactées. Avec ces éléments fournis par la commission, les esprits peuvent se calmer car tout le monde sera bel et bien payé. Au Sud Kivu, le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano, assumant aussi l'intérim du gouverneur de province en mission officielle en Tanzanie, a reçu en audience Gauthier Lesprêtre, conseiller politique auprès de l'ambassade de France en RDC, avant de participer à la cérémonie de levée de deuil du notable Zuru Baberi. En mission officielle au Sud Kivu, le conseiller politique auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, Gauthier Lesprêtre et sa délégation, reçu par le vice-gouverneur de province, maître Jean-Jacques Elakano Mira, assumant aussi l'intérim du gouverneur de province en mission officielle en Tanzanie. C'est vendredi 21 novembre 2025 au gouvernorat de province situé provisoirement dans la ville d'Uvira.
Gauthier le prêtre a confirmé à l'autorité provinciale l'engagement diplomatique fort de la France de contribuer à la résolution de la crise sécuritaire en RDC et son soutien aux négociations politiques de Doha et de Washington. Après cet entretien, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, accompagné par quelques membres du gouvernement provincial, a pris part à la cérémonie de levée des deuils du notable Zerouba Berry, un grand éleveur décédé depuis le 11 novembre courant à Uvira et dont certains témoins estiment être le grand fermier de la sous-région des Grands Lacs. Au nom du gouverneur des provinces, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, et du gouvernement provincial, le vice-gouverneur a transmis un message de condoléances à la famille et à toute la population du Sud Kivu qui vient de perdre un sage, un grand entrepreneur et un patriote avant de remettre 2 vaches comme contribution du gouvernement provincial à ces douloureux événements. Ya kwanza ni kumtakia pumzike salama na kuambia kwa nini nilisema siwezi kosa kukua hapa leo. Maître Jean-Jacques Elakano a appelé les habitants de sa province en général et ceux d'Uvira en particulier de rester vigilants et continuer à résister contre l'ennemi en soutenant les démarches du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, de rétablir la paix dans notre pays et qui a activé toutes les voies pour y parvenir. Le vice-gouverneur du Sud Kivu a aussi appelé la population à soutenir la politique de proximité du gouverneur de province, professeur Jean-Jacques Pouroussi, qui, malgré la situation sécuritaire instable, a initié des projets de développement pour la ville d'Uvira, siège provisoire des institutions provinciales, lesquels projets nécessitent le soutien de tout un chacun. Et puis, on va parler éducation à présent dans ce journal. Le docteur Michel Mouvoudi a été élevé mercredi dernier au rang de Doctus Honoris Causa par le Centre de valorisation professionnelle de Tunis et l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliqué pour son accompagnement de plusieurs acteurs et organisations africaines ainsi que pour sa vision transformatrice. Sénégal, Dakar, mercredi 19 novembre 2025. Depuis 2016, c'est au cours d'une cérémonie grandiose organisée par les centres de valorisation professionnelle de Tunis et l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée ayant réuni 28 nations africaines que Dr Michel Mouvoudi a été décoré Doctus Honoris Causa pour son accompagnement de plusieurs acteurs et organisations africains ainsi que pour sa vision transformatrice via son groupe CID Solidarité, un travail sur les économies positives et des solidarités mettant au centre les capitales humains de la jeunesse africaine, décoré avec d'autres éminents acteurs congolais comme le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'INIKIN, Dr Michel Mouvoudi, qui il y a peu avait reçu au pays, à la chancellerie des ordres nationaux, des médailles d'or civiques et en sciences pour son travail dans la promotion des valeurs, trouve en cette autre reconnaissance un appel à la responsabilité. À travers ce prix, c'est un message qu'on nous lance pour nous dire vous ne devez pas vous reposer, vous devez travailler d'arrache-pied pour transformer les richesses qu'on a en Afrique en ressources qu'on peut partager. Nous avons beaucoup discuté sur les questions de durabilité, comment nous faisons pour que les générations futures profitent de nos œuvres, et donc l'investissement dans le capital humain reste au cœur des discussions qu'on a eues. Aujourd'hui, ce moment nous rappelle encore une fois de plus notre engagement à investir dans la qualité des hommes. Tout aussi heureux, le recteur de l'INIKIN, Jean-Marie Kayembe, est convaincu que les rêves de l'Afrique deviendra réalité. Pour moi, c'est la preuve que l'Afrique a encore droit au rêve, mais un rêve qui sous peu sera certainement réalité. Mais c'est le pays tout entier, c'est la jeunesse de notre pays. Nous sommes donc porteurs d'un message d'espoir pour toute cette jeunesse. Avant de quitter Dakar, Dr Michel Mouvoudi a été reçu en audience par l'ambassadeur de la RDC au Sénégal, Christophe Mouzungu, qui l'a félicité pour cette distinction honorifique des plus.
Et dans les activités des partis politiques à présent, le Parti politique social et démocratie pour le peuple a tenu une réunion importante ce samedi sous la direction de son président Charles Chiyokaou. Au sortir de cette réunion, les FCD a proposé notamment au chef de l'État de convoquer d'abord les concertations nationales avant de décider de la convocation ou non d'un dialogue politique national. Ces concertations permettront de réunir toutes les couches sociopolitiques du pays afin d'examiner la situation générale du pays. Pour beaucoup plus d'inclusivité, les SDP pensent que les concertations nationales pourront réunir les composantes suivantes. Les délégués de tous les partis politiques régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur, les délégués des sociétés civiles légalement reconnus, les délégués des confessions religieuses et des zones G. Par conséquent, les SDP lancera en date du 15 décembre 2025 l'opération Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, protecteur de notre souveraineté, de notre indépendance et de notre intégrité. Et c'est dans les soucis de rendre encore plus visibles les actions du chef de l'État en rapport avec la sécurité et la paix dans notre pays. Concernant la situation économique du pays, les SDP constatent que la situation économique du pays se stabilise de plus en plus et la population se réjouit à l'amélioration de son pouvoir d'achat. Et c'est suite à l'appréciation de la monnaie nationale qui constitue ainsi un soulagement pour la population congolaise. Aujourd'hui, $1 s'échange à 2130 francs. Alors qu'il y a plusieurs mois, le dollar s'échangeait à presque 2950 francs. Les SDP félicitent les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir placé à la tête de la Banque centrale le gouverneur André Ouamesso, un homme qui applique totalement la vision du chef de l'État, car il travaille pour renforcer les francs congolais face aux devises, veille à la stabilité financière et lutte contre l'inflation afin de permettre à l'économie nationale d'être efficace. Et dans l'est du pays, la fondation Calixte Mounana, dirigée par l'ambassadrice universelle de la paix Nathalie Aziza, a réuni des leaders pour une prière en faveur de la paix en RDC. Sous le patronage de la fondation Calixte Mounana, ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, dirigé par l'ambassadrice universelle de la paix Nathalie Aziza Mounana, a organisé ce jeudi 20 novembre 2025 une grande prière pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie tenue en présence du représentant et chargé des missions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Grand Katanga, Thierry Nzonde. En présence des hommes de Dieu venus des différentes confessions religieuses, kimbanguistes, catholiques, méthodistes, orthodoxes, armée du salut, les luthériens, Nzambe Malam, Église des réveils du Congo, les postoles, les branamistes, toutes tendances confondues, les aumôniers FRDC et PNC, l'aumônerie protestante, tous ces responsables drainants, des milliers de chrétiens qui soutiennent inlassablement l'ambassadrice universelle de la paix dans son engagement périn en faveur des vulnérables, a été marqué par une forte mobilisation spirituelle. Monseigneur, évêque, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, diacre, tous ont élevé des prières ferventes pour la stabilité du pays, la protection des populations affectées par les conflits armés et la restauration d'une paix durable. Action de grâce en faveur des institutions et des forces armées. Moment fort de la journée, Nathalie Aziza Mounana a dirigé une prière collective et une action de grâce en faveur du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des militaires engagés au front ainsi que des autorités présentes. Elle a notamment associé à cette action de grâce Thierry Nzonde, représentant et chargé des missions du chef de l'État dans le Grand Katanga. Les députés nationaux élus de Kipushi, Guy Geoffrey Mounana Ramazan, les responsables religieux du Haut-Katanga. L'ambassadrice universelle de la paix a profité de l'occasion pour émettre symboliquement son action de grâce aux hommes de Dieu, geste salué par une ovation chaleureuse de l'Assemblée. Les serviteurs de Dieu l'ont accueilli avec honneur et reconnaissance pour son engagement en faveur de la paix et des populations vulnérables.
Et à l'issue des réponses apportées dans le Lualaba, le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2026 a été finalement déclaré recevable. Il permettra à l'exécutif provincial du Lualaba d'avoir les moyens de sa politique et de concrétiser plusieurs projets d'intérêt public. La séance plénière d'hier vendredi avait coïncidé avec les 10 ans d'existence de la province. Dans cet exercice annuel qui a pour objectif de doter à la province les moyens de sa politique, la gouverneure de province Marie-Thérèse Masuka Saini s'est acquittée de son devoir constitutionnel en répondant avec sérénité aux préoccupations des groupes parlementaires ensemble et alliés A25, A24, UNC et alliés et les non-inscrits qui touchent les priorités budgétaires. C'était lors de la séance plénière de ce vendredi 21 novembre qui s'est déroulée sous les auspices du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kassea Chingambo. Les réponses de l'autorité provinciale ont mis un accent particulier sur la rigueur, la transparence et le réalisme dans la gestion de plusieurs secteurs de la province, notamment les infrastructures, la santé, l'éducation et le social de la population. Au-delà de l'aspect budgétaire, cette séance plénière avait aussi une portée pédagogique. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a clarifié l'importance de certains projets en cours en dissipant les confusions relevées par le groupe parlementaire UNC et alliés concernant certains autres projets. S'agissant de la construction d'un palais de congrès, comme renchéri dans mon discours, celle-ci constitue un nouveau projet, différent du village de congrès, lequel a été inauguré en juin dernier par le président de la République, chef de l'État. Le village de congrès est situé derrière le gouvernorat de la province, à côté de la résidence du chef de l'État. Le palais de congrès est situé en face de l'aérogare de l'aéroport de Kolwezi. L'autorité provinciale a également rassuré aux députés provinciaux que la nouvelle clinique moderne du Lualaba sera bientôt opérationnelle et de l'existence de 600 logements sociaux construits par la province, contrairement au nombre des 200 évoqués par le groupe parlementaire Ensemble et Alliés. En ce qui concerne la construction de logements sociaux, il ne s'agit pas de 200 unités comme évoqué par le groupe parlementaire, mais plutôt d'un projet initial de 600 logements sociaux, dont 550 sur la bretelle des Iwa et 50 sur la bypass sud, lotissement Cobalt 1, route Kamoa. Puis des réponses pertinentes de l'autorité provinciale qui ont rencontré leurs attentes, les députés provinciaux ont à l'unanimité déclaré recevable le projet d'édit budgétaire exercice 2026 qui a été transmis séance tenante à la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale pour validation avant sa mise en exécution. En visite officielle dans le Lualaba, le consul général de Tanzanie à Lubumbashi, Magabilo Innocent Murobi, a été reçu jeudi par la gouverneure Fifi Masuka, accompagné d'une délégation des médecins spécialistes. Le diplomate est venu explorer les possibilités d'un partenariat médical renforcé et d'un échange d'expertise dans des domaines clés de la santé. Dans la perspective d'un partenariat médical et d'un échange d'expérience entre la République unie de Tanzanie et la République démocratique du Congo, les consuls généraux du pays des Samia Suluhu, basé à Lubumbashi, a été reçu le jeudi 20 novembre 2025 par la gouverneure Fifi Masuka. Accompagné de la ministre provinciale de la Santé, Dr Kainda Gasela Pichu, les diplomates tanzaniens Innocent Murobi conduisaient une importante délégation de médecins spécialistes dans les traitements des maladies cardiovasculaires, du cancer et des pathologies urologiques. Tumekuja hapa ili kufungua mahusiano na ndugu zetu wa jimbo la Lualaba, na ndio maana tuko na waziri wa afya, namna ambavyo Tanzania na jimbo la Lualaba tutakavyoshirikiana katika kuhakikisha watu wetu wanakuwa na afya bora itakayowasaidia kujenga uchumi wa nchi zetu. Tunashukuru sana Mheshimiwa Gavana ametupokea na ametupa kila laheri kwamba yeye yuko tayari kuhakikisha ushirikiano wetu unaendelea vizuri sana. Très ému par l'accueil réservé à sa délégation, Dr Diwamini Msemo, chef de mission, a souligné la pertinence d'un tel partenariat, notamment dans l'échange d'expertise médicale et la réduction des évacuations sanitaires vers l'étranger. Ni kutokana na hilo tumekuwa tukisaidia nchi ambazo zinazotuzunguka katika masuala ya afya, katika magonjwa ya saratani, katika magonjwa ya moyo na mengineyo. Sasa leo tuliona kwamba tuje tuwatembelee ndugu zetu wa Lualaba. La délégation tanzanienne a par ailleurs salué la volonté manifestée par la gouverneure de voir cette collaboration se concrétiser.
Après Lubumbashi, le sénateur Dani Banza a foulé le sol de Kamina dans le Haut-Lomami, accueilli par le gouverneur Banza Mouloumé et chaleureusement reçu par les militants de son parti ainsi que par la population locale. Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami, a vibré au rythme du retour de son fils, le sénateur Dani Banza Maloba, également député provincial et national élu de Bukama. À sa descente d'avion, il a été accueilli chaleureusement par le gouverneur de province, Marmon Banza, les députés provinciaux, les chefs coutumiers, les leaders religieux ainsi que les cadres des partis politiques membres de l'Union sacrée. La population, massivement mobilisée, a escorté le prince du Haut-Lomami depuis l'avenue Zahir jusqu'au terrain Concon, lieu du grand meeting. Dans son adresse, Dani Banza Maloba a félicité le gouverneur Marmon Banza pour son engagement dans la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a appelé la population à le soutenir pleinement. Le sénateur a annoncé l'inauguration imminente d'une université moderne financée sur fonds propres ainsi que d'autres projets de développement. Il a une fois de plus remercié le couple présidentiel pour son appui avant de lancer un appel à l'unité pour le progrès du Haut-Lomami. Kama ina président Félix Yemoya na mama Denise implication yabo kama mtoto wenu ashufika hapa tupapike mbele mikono. Merci président Fachi, merci mama Denise. Beaucoup bantu leo wanatafuta kumprivatiser président. L'opérateur de paye Afriland Bank a été appelé à activer sans délai toutes ses machines pour permettre le démarrage effectif des paiements dès ce samedi 22 novembre afin que les éducateurs de Nyunzu, centre accédant enfin à leurs droits légitimes. La banque a confirmé cet engagement devant l'autorité provinciale Christian Kitungwa. C'est un ouf de soulagement pour les corps enseignants du territoire des Nyunzu Centre. Après 3 longs mois sans percevoir la moindre rémunération, ces enseignants ont prévoit à fond la lumière grâce à l'implication ferme du gouverneur Christian Kitunga Muteba. L'autorité provinciale a une fois de plus convoqué l'ensemble des parties prenantes. C'est vendredi 21 novembre 2025 afin d'examiner la situation, mettre le point sur les i et de garantir que les éducateurs des Nyunzu Centre accèdent enfin à leurs droits légitimes. Nous avons été invités par son Excellence Monsieur le Gouverneur pour faire le tour de la situation qui prévaut dans les territoires de Nyunzu où les enseignants accusent un retard de paiement des salaires. Bientôt c'est déjà 2-3 mois et bientôt ça sera 4 mois avec le mois de novembre. Alors soucieux de cette situation étant donné que c'est lui le patron de la province, il voulait s'en acquérir et en savoir plus pour voir comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'il faudra faire pour que pareille situation ne puisse plus se produire. Le gouverneur Christian Kitunga Muteba a rappelé que les enseignants des Nyunzu doivent bénéficier du même traitement que ceux du reste du pays. L'opérateur de paye, Afriland Bank, a ainsi été appelé d'activer sans délai toutes ces machines pour permettre le démarrage effectif des paiements dès ce samedi 22 novembre. La banque a formellement confirmé cet engagement devant l'autorité provinciale. Nous confirmons que non, les enseignants vont toucher leur salaire demain. Et parce que l'équipe nous a connu un petit problème technique et je pense que cette situation-là, nous allons plus connaître cela dans les jours à venir. Nous sommes en train de travailler à arrache-pied pour que cette collaboration qui existe ne puisse pas se détériorer dans les jours à venir. Cet épisode illustre la détermination du gouverneur Christian Kitunga Muteba, dont la priorité demeure le bien-être de chaque citoyen de la province du Tanganyika. Et je le disais dans mon sommaire, alors que l'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala comparaît devant la justice française pour des crimes commis en RDC au début des années 2000, une question revient au centre du débat.
Comment un homme accusé d'atrocité sur le sol congolais peut-il être jugé à Paris, loin des lieux, des massacres et des témoignages? Ce procès s'appuie donc sur un principe juridique puissant, mais encore méconnu du grand public, la compétence universelle. Ce mécanisme permet de poursuivre les crimes les plus graves, même lorsqu'ils ont été commis à l'étranger, afin d'empêcher que leurs auteurs échappent à la justice à travers l'affaire Lumala. Ce principe se déploie de manière concrète. On va le découvrir justement dans ce commentaire. À première vue ou a priori, rien ne semblait pouvoir amener Roger Lumbala devant la justice française pour les violences commises il y a plus de 20 ans dans l'est de la RDC. Les faits se sont déroulés à plus de 6000 kilomètres de l'Hexagone, dans un pays décimé par la guerre depuis plus de 30 ans, et longtemps personne n'avait réellement enquêté. Pourtant, aujourd'hui, c'est à Paris, loin de l'Ituri et du Nord Kivu, qu'il doit répondre d'accusations de crimes contre l'humanité. Ce décalage géographique n'a rien d'un hasard. Il tient à un principe juridique puissant, mais souvent méconnu, la compétence universelle. C'est une règle qui permet à un pays de juger les auteurs de crimes extrêmement graves, génocide, crimes de guerre, torture, même si ces crimes ont été commis ailleurs et n'ont aucun lien direct avec lui. L'idée est simple, certains actes sont si graves qu'ils concernent toute l'humanité et leurs auteurs ne doivent trouver refuge nulle part. Dans le cas de Roger Lumbala, les juges français s'appuient sur ce principe. Ils estiment que les atrocités attribuées à l'ex-chef rebelle congolais, notamment durant l'opération Effacer le tableau, relèvent de ces crimes que personne ne peut ignorer. Arrestation, mise en examen, ouverture d'un procès, tout cela est rendu possible parce que la loi française permet de poursuivre les crimes contre l'humanité, même lorsqu'ils ont été commis dans notre pays. Pour certains, ce procès est une avancée historique. Pour d'autres, par contre, il soulève des questions sensibles, celle de la souveraineté judiciaire de la RDC, celle du rôle des pays étrangers dans la lutte contre l'impunité. La RDC a envoyé des demandes d'extradition, mais la justice française paraît déterminée à aller jusqu'au bout avec ce procès. Mais une chose est sûre, grâce à la compétence universelle, des faits longtemps restés dans l'ombre peuvent enfin être examinés devant un tribunal. Et autre chose, la salle polyvalente, Dr Étienne Chimanga Mutombo, à l'immeuble du cinquantenaire de l'Office congolais de contrôle, a accueilli jeudi l'ouverture solennelle des travaux de consolidation du plan d'action opérationnelle 2026. Pour les directeurs généraux, ces travaux représentent un moment essentiel dans la vie de l'établissement. Ils permettent d'évaluer les actions menées durant l'exercice 2025, d'examiner l'état des finances, mais aussi de définir les grandes projections et priorités qui guideront l'action de l'Office en 2026. La cérémonie empreinte de solennité républicaine a débuté par l'hymne national, suivi d'une prière et de la présentation des participants, puis vint l'intervention du directeur général, Dr Étienne Chimanga Mutombo, venu lancer officiellement ses assises stratégiques pour l'avenir de cet établissement public à caractère scientifique et technique. Le Dr Étienne Chimanga a ensuite adressé un hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, saluant son engagement constant pour la pacification du pays et la relance du développement national. Il a également exprimé sa profonde gratitude à la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, ainsi qu'au ministre de tutelle, Julien Paluku, pour leur accompagnement soutenu, leur orientation stratégique et leur volonté manifeste de moderniser les infrastructures de l'OCC. La consolidation du PAO 2026 intervient dans un contexte complexe marqué par plusieurs menaces et défis dans divers domaines d'activité métrologique, environnement, laboratoire, contrôle technique, certification, contrôle de la production locale, entre autres. Face à cette réalité, le directeur général a insisté sur la nécessité de rompre avec les pratiques traditionnelles qui freinent la performance et de promouvoir une approche plus moderne, structurée et orientée vers les résultats. Dr Étienne Chimanga Mutombo a rappelé que la politique actuelle de la direction générale vise à renforcer l'outil de production, maximiser les recettes, garantir le bien-être du personnel et assurer un développement intégral de l'ECC. Pour orienter les travaux, il a insisté sur 4 axes majeurs devant structurer le PAO 2026. À la mise en place d'un cadre qui prend en compte
qui ont été faites afin de passer rapidement à la signature du contrat de performance, document contractuel et opérationnel qui fixe les orientations stratégiques de chaque entité avec la direction générale pour l'exercice 2026. En conclusion, le directeur général a exhorté la coordination des travaux en sous-commission à garantir un cadre participatif permettant d'intégrer les contributions de toutes les entités afin de finaliser rapidement le contrat de performance 2026, document stratégique fixant les orientations spécifiques de chaque structure de l'ECC. Et l'actualité en Afrique à présent, l'Afrique du Sud accueille depuis ce samedi le G20, un sommet sous haute tension où s'affrontent intérêts des grandes puissances et aspirations des pays du Sud. Pour Pretoria, l'enjeu est double, faire entendre la voix de l'Afrique et défendre un multilatéralisme affaibli par les crises mondiales, climat, dette, développement, inégalité, autant de défis que l'Afrique du Sud entend inscrire à l'agenda du G20, tout en affirmant que les décisions globales doivent intégrer les priorités des pays en développement. Au-delà des négociations, le sommet est aussi une mise en lumière diplomatique montrant l'Afrique comme un acteur central sur la scène internationale. Place au rappel des titres à présent. 6 accords signés entre la RDC et l'État du Qatar lors de la visite du souverain qatari, l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Il concerne les transports, les domaines juridiques avec l'exemption de visa pour les détenteurs des passeports diplomatiques et spéciaux, le soutien à un projet d'urgence multisectoriel au Sud Kivu, la coopération dans la jeunesse et les sports ainsi que l'établissement des consultations politiques. Et l'ancien chef rebelle Roger Lumbala, comparé devant la justice française pour des crimes commis en RDC, ce procès s'appuie sur un principe juridique, la compétence universelle. Nous vous l'avons expliqué dans ce journal. L'actualité en Afrique, Washington boycotte le sommet présidé ouvert ce samedi par Pretoria qui subit les attaques sans précédent de l'administration américaine. En toile de fond, 2 visions du monde irréconciliables apparemment. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, pour votre fidélité. L'actualité continue sur votre chaîne Télé 50. En attendant, bon week-end chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La grande famille Vunabondi a la profonde tristesse d'annoncer le décès de leur maman et grand-mère Agnès Nira Rukundo Gafundu. Maman Agnès a tiré sa révérence le jeudi 20 novembre 2025 à 15h, heure locale, à l'hôpital El Africa de Goma après une longue maladie. La famille Vunabondi vous invite à vous joindre à elle pour honorer la mémoire de la maman lors de funérailles qui auront lieu le mercredi 26 novembre 2025, Kabindi, groupement de Jomba, chefferie des Buisha, territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Votre présence sera une source de réconfort pour la famille en cette période de deuil. Le programme de deuil se présente comme suit. À Kinshasa, le deuil se tient à la résidence de l'honorable sénateur Célestin Vunabondi, Kanyamigo, sur avenue de la République, numéro 13, quartier Macampagne, commune d'Engalima. À Goma, le deuil se tient à la résidence d'Amasen Vunabondi, sur l'avenue de la Mission, numéro 241, quartier Yimbi, commune de Goma, province du Nord Kivu. Fête à Goma le 21 novembre 2025. Pour la famille Vunabondi, Pierre Itimana. La famille Yombo Kalala ont la profonde douleur de vous annoncer le décès inopiné de leur père, frère, grand frère, oncle, époux et beau-frère, monsieur Pierre Yombo Kalala, agent administratif au cabinet du ministère des Finances, décès survenu à l'hôpital HJ en date du lundi 10 novembre 2025.
Le deuil est observé au niveau de la résidence du défunt 6 avenue Makanga au numéro 2008, quartier Terminus, dans la commune de Lemba. Le programme funéraire se présente comme suite. Dimanche 23 novembre 2025, veillée mortuaire dans la salle polyvalente Elisao. Lundi 24 novembre 2025, exposition et oraison funèbre à la morgue du cinquantenaire à 11h30. Levée du corps à la morgue du cinquantenaire pour cimetière nécropole 1 à 12h juste. Bain de consolation dans la salle Ave Maria à 15h juste. La famille.